Alors, je me présente rapidement. Vincent Globinski, je suis architecte logiciel à Rennes, chez S2I, plutôt dans les techno-front, Angular, HTML5, TypeScript. Et je fais pas mal de formations, de support, d'architecture, toutes ces choses-là. On va voir un peu, dans ces 20 minutes-là, on va commencer par un petit focus d'abord sur le domaine de la réalité virtuelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Après, on va voir en détail, bien entendu, cette fameuse API WebVR. Quels frameworks ont été conçus autour de cette API-là pour construire des applis VR assez immersives. Et après, on fera un petit focus sur le plus connu qui s'appelle A-Frame, qui est sorti par Mozilla. Et après, je vous montrerai une petite démo que j'ai construite pour le talk d'aujourd'hui. Alors, le domaine de la réalité virtuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un domaine qui commence à sortir de la deuxième partie de la courbe de Gartner, où en gros l'adoption commence à émerger. Il y a des constructeurs qui sont intégrés dans la place, pas que des petits, vraiment des très gros, et ça commence à faire son trou au niveau du grand public. Au niveau des secteurs qui ont été impactés, il y a tout d'abord, le plus connu, c'est le jeu vidéo, a permis d'immerger les joueurs dans des expériences et des jeux encore plus interactifs. Il y a le secteur du cinéma aussi, où construire un film pensé VR, donc en vidéo 360, ça permet de raconter des histoires d'une manière un peu différente. Il y a le domaine du tourisme, bien entendu, pour immerger le futur visiteur dans des lieux qu'éventuellement il n'aurait pas accès ou alors qu'il va visiter à l'avance. Et il y a un autre domaine qui est assez important, c'est la formation, qui va permettre d'immerger l'apprenant dans des situations réelles et de favoriser sa mémoire, on va dire, visuelle, qui est beaucoup plus importante au niveau de l'apprentissage que les autres types de mémoire. Et il y a sinon le journalisme, pour y raconter des histoires, ou en tout cas immerger des lecteurs de journaux en ligne dans des expériences assez innovantes. Donc là, c'était une cellule de prison pour le Guardian, mais il y en a d'autres sur des champs de bataille en Syrie avec des photographes, des reporters photographes, etc., pour voir comment ça se passe sur le terrain réellement. Alors ça, c'est les secteurs de vue macro. Après, au niveau du triangle d'or, contenu, spectateurs et support, les contenus ont largement suivi la tendance, notamment YouTube, Vimeo et Facebook qui ont propulsé la vidéo 360 dans les mains de tout le monde, que ce soit sur les téléphones ou dans les desktops, et qui permettent de profiter de ces contenus-là, soit en mode classique en 2D dans un navigateur, soit en mode VR sur votre téléphone ou avec votre casque. Et bien entendu, il y a la plateforme Steam VR pour proposer des jeux vidéo dédiés au contenu VR pour les gamers. Alors ça, c'est la première partie du triangle d'or. La deuxième, c'est l'utilisateur. Et puis, bien entendu, le support derrière, c'est la partie casque. Donc il y a tout un tas de constructeurs qui sont arrivés sur le marché, du plus simple avec le cardboard de Google, qui, avec un bout de carton et deux lentilles, on peut déjà proposer une expérience VR assez intéressante. Jusqu'en passant par le Samsung Gear VR, qui, donc en combinant un casque avec quelques capteurs intérieurs et puis un téléphone externe, on peut proposer aussi une expérience intéressante. Et puis après, il y a le haut de gamme avec l'Oculus ou le HTC Vive derrière, où on peut immerger et gérer du mouvement dans l'espace également. Donc ça, c'était sur le petit focus sur la partie domaine. Maintenant, nous, développeurs, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire pour construire ces expériences-là? Vous avez soit vous restez sur des SDK natifs propulsés par exemple Oculus ou d'autres qui vont être dédiés à des plateformes, ou alors vous pouvez rester dans le domaine du web et dans le navigateur. Et donc pour ça, il y a cette fameuse API WebVR qui a été créée par deux personnes de chez Mozilla et Google. Donc c'est deux personnes qui bossaient en parallèle à peu près sur le sujet, un peu en parallèle, et qui se sont rencontrées lors d'un meet-up en Californie. Ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur la même chose et qui se sont dit qu'il faut qu'on fusionne nos travaux et qu'on propose une spec officielle, donc qui a été annoncée en mars 2016 et qui permet d'évangéliser un peu tout ça, de l'implémenter dans les navigateurs. Donc eux, ils l'avaient déjà fait dans Safari, dans Firefox et dans Chrome, et ça a permis que d'autres éditeurs comme Edge pour Microsoft ou Safari avec Apple implémentent l'API également. Et puis maintenant, elle est en version 1.1, donc il y a des mises à jour assez régulières. Puis la version 2 est en draft pour proposer des améliorations, on le verra à la fin. Alors en gros, cette API WebVR, qu'est-ce qu'elle sert à faire vis-à-vis de vos applications? Elle va vous permettre d'avoir accès aux informations sur le positionnement du casque, que ce soit l'orientation ou la position en hauteur, des choses dans ce genre-là.
Vous allez pouvoir récupérer aussi des métriques sur le champ de vision, sur les infos sur les yeux, l'espacement entre les pupilles, des choses genre là. Et elle va se charger aussi de faire le rendu 3D stéréoscopique. C'est-à-dire, en gros, vous allez lui fournir un rendu 3D original, et elle va s'occuper de faire le split en deux écrans, un pour chaque œil derrière, ce qui va être affiché dans le casque par la suite. Et elle s'occupe que de ça. Elle fait vraiment le pont entre le casque, l'affichage final, et puis votre expérience originale. Elle ne s'occupe pas de faire le rendu de base, c'est vous qui allez le créer vous-même. On va le voir après avec quoi vous pouvez le créer. Mais elle fait ce pont-là entre votre expérience et le rendu final. Alors, la seule petite slide de code va vous permettre de voir un peu les quelques utilisations des API. Donc là, par exemple, au début, on a l'utilisation de GetVR Display qui va vous donner la liste de tous les casques qui sont connectés sur votre ordinateur. Si vous prenez le premier, par exemple, là j'en avais qu'un seul de connecté, vous allez pouvoir, en utilisant d'autres API, par exemple GetEyes avoir les infos sur les yeux, qu'est-ce qui se passe au niveau des yeux, tout un tas d'autres infos, je n'ai pas mis les API là. Et ensuite, après, l'idée, c'est bien entendu de faire la liaison entre votre contenu à vous, de base en 3D, et le contenu final en WebVR. Donc là, je vais récupérer la balise dans laquelle je suis en train de faire mon rendu 3D. J'appelle l'API en lui disant tu vas prendre ta source dans cette balise-là. Et après, une fois que le branchement on va dire, est réalisé, vous allez rappeler une API qui, pour certains connaissent déjà, la Request Animation Frame, qui est une API qui est synchronisée sur la fréquence d'affichage de l'écran et qui va vous permettre, dans cette boucle-là, de faire votre travail, c'est-à-dire de recalculer votre scène suivant la position du casque, l'orientation ou la mise en place de l'utilisateur dans le monde 3D, et puis de remettre à jour ça et de réenvoyer donc ça c'est le dernier appel, le submit frame, de dire à l'API recalcule et refais ton rendu 3D stéréoscopique dans ton environnement à toi. Et donc voilà, la boucle, ça s'est simplifié, mais l'idée c'est ça, c'est de synchroniser de votre rendu à vous et le rendu final qui est fait par l'API. Alors au niveau compatibilité sur cette API là, bien entendu, les deux plus gros, donc Firefox et Chrome, suivant les plateformes Android ou iOS ou desktop, etc., sont plus ou moins supportés. Bien entendu, les premières targets, c'est soit le Android pour les casques Samsung, ou alors, des fois, c'est les browsers internes à Samsung. Il y a le Samsung browser un peu en dessous dans la liste. Bon, petit à petit, ça commence à être implémenté, soit derrière des flags, soit derrière des API qu'on peut activer petit à petit. Bien entendu, une fois que ça sera stabilisé, ce sera par défaut dans tous les navigateurs, comme l'était par exemple WebGL avec Safari il y a encore quelques mois, qui est maintenant accessible partout. Alors au niveau de la compatibilité, vous pouvez le faire, en attendant utiliser des polyfills pour justement essayer de un peu boucher les trous et d'avoir une compatibilité, on va dire pas totale, mais en tout cas pouvoir utiliser les API là et pas retourner dans des cas d'erreur. Et si vous voulez pas tout vous prendre la tête à utiliser ce polyfill là, il y a essayer de comprendre comment on le branche et à votre scène, etc. Vous pouvez utiliser des petits boilerplates qui sont proposés par la communauté, donc qui sont assez bien construits, qui permettent assez rapidement de mettre en place une expérience VR. Et bien entendu, si vous voulez encore plus vous simplifier la vie et vous concentrer plus sur le cœur de votre expérience et pas sur tous ces petits branchements d'API, bref, tous ces petits branchements annexes, vous pouvez utiliser aussi des frameworks qu'on va voir maintenant. Alors la plupart des frameworks qui existent actuellement pour faire du VR utilisent un framework de rendu 3D qui est bien connu, qui s'appelle 3JS, qui permet de faire des expériences 3D assez poussées. Qui utilisent ce framework-là sous le capot. Donc on verra après derrière pour iframe, c'est le cas. Un des premiers qui a utilisé l'API WebVR, c'est un framework plus orienté contenu, photo, vidéo 360, qui est un éditeur allemand, qui permet de construire des visites virtuelles autour de ces deux médias-là, et qui dès le début a bien entendu supporté cette API-là qui permettait d'immerger encore plus facilement les visiteurs dans des visites virtuelles d'immobilier ou dans d'autres domaines. Vous avez aussi donc un autre qui est né suite à l'arrivée de l'API WebVR, donc Prime Rose, qui permet, un peu comme Ephraim, on va le voir après, de prototyper assez rapidement avec des balises vos expériences VR. Il y en a un autre qui est plus propulsé par Facebook et Oculus, qui s'appelle donc ReactVR, vous l'aurez deviné,
qui est lié donc à la librairie React et qui va vous permettre de construire votre application en utilisant la librairie. Et puis le petit dernier, qui s'appelle A-Frame, qui est donc dans le même esprit que le deuxième, là, Primrose, qui permet aussi de faire tout un tas d'expériences assez innovantes soit en mode simple, soit en mode VR. Après, derrière, on va voir la différence. Alors lui, donc ça a été créé par une équipe de chez Mozilla, la Mozilla VR Team, et l'idée c'était de dire on va essayer de proposer un framework déclaratif dans l'esprit Web Components, qui était la tendance depuis 1 an ou 2, et de proposer un framework qui simplifie un peu tout ce travail-là et que les développeurs se concentrent sur vraiment l'application qu'ils veulent développer. En gros, ils se sont rendus compte que créer une expérience 3D, déjà c'est compliqué. Alors en plus, en mode web VR, ou en tout cas en mode VR, ça rajoute une couche de complexité. Donc il se dit qu'il faut qu'on arrive à simplifier tout ça et qu'on propose quelque chose pour que les développeurs ne perdent pas trop de temps là-dessus. Parce qu'initialiser la caméra, la scène, gérer tout le rendu et tous ces problèmes-là, plus l'API WebVR derrière, ça peut vite être une perte de temps. Et donc en gros, A-Frame, il va se situer tout en haut de la pile, et de manière assez abstraite pour simplifier un peu tout ça. Donc il va vous proposer tout un tas d'API, on va le voir après, qui englobe en gros le moteur 3JS au niveau du rendu original 3D. Et après, qui vont appeler l'API WebVR pour faire suivant le cas, si vous êtes en mode desktop, on n'a pas d'appel d'API. Puis si vous passez sur un téléphone compatible et que vous voulez passer en mode VR, il va vous faire l'appel à l'API et gérer toute la synchro et toute la boucle de synchro qu'on avait vue avant. Et après, il fait le rendu dans l'écran sans problème. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, on va proposer ce markup-là, déjà, une balise async, assez simple, que vous posez dans votre page HTML, vous incluez le JavaScript du framework avant, et instantanément, dans cette balise-là, dans votre page, la scène 3D va être en place. Il va gérer pour vous la boucle de rendu, les lumières, tous les contrôles, la partie WebVR de manière automatique. Et après, vous pouvez, on va le voir après, instancier tout un tas de choses par-dessus, en restant dans ce mode scène derrière. Et après, naviguer entre deux scènes si vous avez besoin de faire des visites virtuelles ou des mouvements de salle, des choses en genre. Et pour un petit exemple, un Hello World assez simple, donc c'est vrai que c'est une expérience assez basique, mais pour avoir l'esprit de l'approche qu'ils ont prise, c'est de proposer des composants donc orientés HTML. Donc là, par exemple, il y a une boîte, je vais poser une boîte, une sphère, un cylindre, un plan, et puis en enrichissant avec des attributs, je vais pouvoir la mettre en place, ma scène et mes éléments dans l'univers 3D. Donc voilà, on voit qu'ils ont voulu rester dans le domaine du web et de l'HTML. Alors bien entendu, on va se dire ça reste un peu léger. On peut bien entendu avoir accès avec les API au niveau JavaScript à tout ce qui est bas niveau, pouvoir piloter un peu plus finement, récupérer des événements ou des choses dans ce genre-là. Mais en tout cas, l'approche était de dire on va suivre ce qui a été fait dans le domaine du jeu vidéo déjà, dans d'autres plateformes, notamment Unity 3D, et de prendre un pattern qui s'appelle l'Entity Composant System, qui est de dire tout ce qu'on va afficher, ça va être des composants qui vont, eux, englober une entité fonctionnelle assez simple, qui, elle, toute seule, ne fait pas grand-chose, mais avec le composant et l'aspect affichage, positionnement, taille, ou éventuellement, on va voir après, rajouter de la physique, de changement, va permettre de faire quelque chose de plus logique. Et en englobant tous ces composants-là entre eux, comme on le fait en HTML classique, vous pouvez construire une expérience VR assez intéressante. Alors, le framework, lui, il est fourni avec quelques composants assez basiques. Ou en tout cas, ils ont voulu gérer les cas de base, ou en tout cas les cas bas niveau, charger des modèles 3D, gérer le positionnement, les matériaux, etc. Et après, ouvrir le framework pour que toute la communauté enrichisse et crée ses propres composants pour pouvoir, par exemple, afficher un océan dans votre expérience ou afficher du GIF, des choses genre là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez derrière. Et on le verra dans la démo après, vous avez la main pour afficher vraiment tout ce que vous voulez derrière. Donc là, je vais vous montrer une petite démo assez simple d'expérience qu'on peut faire en VR. Si ça veut bien s'afficher. Pointe de Wi-Fi, toujours pareil. Oui. Donc là, en gros, vous êtes dans une... Quand ça va se loader... En gros, la personne là est dans un monde virtuel et vous allez pouvoir dessiner en live ce qu'elle veut dans son monde virtuel à elle. Donc en gros, c'est une démo qui est faite avec des contrôleurs du HTC, je crois, ou du Sony, je ne sais plus lequel.
En gros, il a une représentation dans son univers, dans son casque, de ses mains, et il a accès donc du coup à des pinceaux pour changer les couleurs, et il peut du coup faire du tag, du dessin en live dans son univers à lui. Bon, ça, c'est une des nombreuses expériences. Il y en a d'autres, un peu plus simples ou un peu plus fun, comme construire un monde Minecraft où vous êtes dans une ville Minecraft toute vide, et puis vous tapez sur le sol ou sur des briques, et puis petit à petit, vous allez rajouter vos briques avec des couleurs pour créer votre petit univers. Il y a tout un tas de choses. Pour aller voir les démos après, il y a tout un tas de choses pour faire des expériences assez sympas autour de ça. Et pour la petite démo que j'ai voulu construire pour ce talk, je me suis dit, est-ce que ce serait sympa d'essayer de reproduire un environnement de développement d'un développeur derrière son bureau et de l'afficher dans un monde 3D virtuel, mais d'avoir un vrai rendu de quelque chose qui existe dans le réel. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que donc sur l'écran de mon ordi là, j'ai 2 instances de VLC qui ont été lancées pour faire des captures d'écran en live des zones de mon écran. Donc là, il y a le terminal à gauche et puis un éditeur à droite. Et ces 2 instances de VLC vont lancer un stream, vont streamer en live cette capture-là. Je passe par un petit proxy Node.js pour fixer un problème de Corse. Je ne rentre pas dans les détails pour les problèmes de vidéo HTML5. Et en gros, après, l'idée c'est que dans mes vidéos HTML5 basiques, je branche sur ce flux-là et je vais pouvoir récupérer ces 2 instances et après faire ce que je veux, soit les afficher en 3D ou même l'afficher en 2D derrière. Et en gros, qu'est-ce que ça donne? Donc en gros, là, je vais fermer ce mode-là. Je suis où? Non, attends. Toc. Donc là, je suis dans mon monde virtuel. Je vais relancer, alors, histoire d'être synchro, je vais relancer le proxy. Donc là, en gros, sur mon ordi, là, sur mon écran, il y a donc le terminal à gauche et puis l'éditeur à droite. Et donc là, on voit que c'est une appli Angular 2 qui tourne en tâche de fond. L'écran de droite devrait arriver normalement. Voilà. Et donc en gros, là, on voit normalement, si je reviens sur cet écran-là, il y a une petite latence un peu derrière, mais si je vais effacer un mot derrière, là, on voit la souris qui arrive, une petite latence de quelques secondes. Ça devrait arriver si j'enregistre après dans la foulée. Donc on voit le curseur qui commence à arriver. Désolé, il y a une petite latence entre l'affichage. En gros, l'idée, c'est que l'écran, le texte de droite, j'ai supprimé juste un petit mot dans le code. Et après, normalement, on doit voir le terminal à droite qui doit se synchroniser normalement. Alors là, c'est l'effet démo, ça ne marche pas. Bon, on va relancer une dernière fois ça. Donc là, bien entendu, ça a disparu. Je vais faire juste la petite démo de scroller dans le terminal. Est-ce que là, vous allez le voir petit à petit? Normalement, ce ne sont pas des images. Hein. Voilà, on voit le son, voilà, on voit que ça scrolle. Donc, mis à part la latence, on voit que le stream arrive bien et qu'il est affiché dans le monde 3D. Juste pour finir, au niveau du code, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'en gros, au niveau de la page, j'ai juste créé, posé 2 images. 2 images en tâche de fond pour avoir les écrans, et après j'ai créé une balise à moi qui... Le framework par défaut ne gère pas le stream dans la balise vidéo qu'ils intègrent, donc il a fallu que j'en fasse une moi-même. Et en gros, je lui fournis le flux en entrée, les tailles d'origine, un petit peu de positionnement, et après dans la brique qui gère la partie composant, donc j'ai instancié une primitive et mon composant derrière. Et en gros, je m'occupe dans ce code-là de faire le récupération de la balise vidéo, de l'instancier, et de faire le synchro derrière dans la partie 3JS. J'ai presque fini. Hop. Alors, au niveau de
la version 2 de l'API WebVR. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de prendre en compte les retours des utilisateurs et des éditeurs qui ont implémenté la version 1 de l'API et de corriger un peu tout ça, de simplifier certaines choses. Là, ils ont splitté, par exemple, le VR Display, ils l'ont séparé en deux. VR Device pour lier à l'écran, ou en tout cas au casque, et puis un autre pour lier à la session d'affichage. Vous avez un peu plus la main sur les affinages pour régler la résolution que vous allez envoyer, ce changeant-là. Et il y a bien entendu la correction de bugs un peu derrière. Donc je vous ai mis, je partagerai les slides après sur Twitter, je vous ai mis quelques références vers des sites liés soit à l'API, soit à iframe, soit à la Google WebVR Experiment, qui est la plateforme d'expérimentation de Google sur la partie WebVR. Merci beaucoup, Merci. Vincent.